l'actu en perspective, l'actu de France et d'ailleurs. On commence dans les prochaines minutes. Cette histoire montre comment une seule frappe à Bandar Abbas a exposé la fragilité du pétrole, du gaz, de l'alimentation, du transport maritime et de tout l'ordre mondial bâti autour du détroit d'Ormuz. À 3 heures du matin, pendant que la majeure partie du monde dormait, une seule frappe aérienne israélienne a touché la ville portuaire de Bandar Abbas, en Iran. Et au lever du soleil, l'homme qui avait étranglé l'artère pétrolière la plus importante du monde était mort. La plupart des gens ont vu le titre, l'ont fait défiler, puis ont continué leur journée. C'était une erreur. Parce que ce qui s'est produit à Bandar Abbas, le 26 mars 2026, n'était pas seulement une opération militaire, c'était le moment où l'ordre énergétique mondial qui existe depuis les années 1970 s'est fissuré. Et ces fissures ne se referment pas. Il s'appelait Ali Reza Tangiri, il était le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI iranien. Il avait été nommé à ce poste par le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, en août 2018. Et au cours des 8 années suivantes, il avait bâti quelque chose de réellement dangereux. Pas une marine traditionnelle, pas une flotte conçue pour gagner des batailles en mer contre d'autres marines, mais une machine de guerre asymétrique de précision, conçue précisément pour menacer, harceler et, si nécessaire, fermer complètement le passage maritime le plus étroit et le plus critique de la planète sur le plan économique. Il a supervisé le développement de milliers de missiles et de mines navales. Il a défendu l'expansion des capacités de guerre par drone de l'Iran en mer. En février 2025, il a dévoilé le premier porte-drone de l'Iran, un navire commercial converti qu'il a décrit comme le plus grand projet militaire naval de l'histoire de la République islamique. Il n'était pas une simple figure symbolique. Il était l'architecte d'une doctrine. Et pendant les plusieurs mois qui ont précédé sa mort, il avait été personnellement stationné à Bandar Abbas, dirigeant lui-même le blocus du détroit d'Ormuz. Ce passage étroit de 20 et un mille par lequel transite chaque jour environ 20% de tout l'approvisionnement mondial en pétrole. Le même homme qui publiait des mises à jour sur les réseaux sociaux pour dire quels navires étaient autorisés à passer et lesquels étaient refoulés. Le même homme qui avait placé des mines navales dans des voies de navigation internationales. Le même homme qui avait menacé de mettre le feu à tout navire qui tenterait de traverser sans l'autorisation iranienne. Le même homme qui, quelques semaines seulement avant d'être tué, avait publiquement averti que les installations pétrolières américaines dans la région étaient désormais des cibles militaires légitimes, que sa liste était à jour et que ses forces étaient prêtes. Le 26 mars 2026, cet homme était mort. L'armée israélienne a confirmé que la frappe avait eu lieu à 3 heures du matin, heure locale, pendant que Tangiri rencontrait son état-major naval supérieur à Bandar Abbas. En plus de Tangiri, la frappe a tué le chef du renseignement de la marine du CGRI, Benham Rezaei, ainsi que ce que des responsables israéliens de la défense ont décrit comme l'ensemble de la haute direction de la marine du CGRI, éliminée en une seule opération. Israël a qualifié l'opération de précise et létale. Netanyahou est apparu devant les caméras quelques heures plus tard et a déclaré que cet homme avait beaucoup de sang sur les mains et qu'il était celui qui avait dirigé la fermeture du détroit d'Ormuz. L'amiral américain Brad Cooper, chef du CENTCOM, le commandement central des États-Unis, a déclaré que cet assassinat rendait la région plus sûre. Ce que personne n'a dit à voix haute, mais que les données allaient confirmer dans les jours suivants, c'est que le blocus lui a continué de fonctionner. C'est la partie que la conférence de presse triomphale oublie toujours. La caméra peut déclarer le succès plus vite que la réalité ne peut le confirmer. Pour comprendre pourquoi ce moment change tout, il faut comprendre ce qu'est réellement le détroit d'Ormuz et ce qu'il n'est pas. La plupart des gens voient Ormuz comme une route du pétrole. C'est exact, mais dangereusement incomplet. Le détroit fait 34 km de large à son point le plus étroit, formant une voie maritime entre l'Iran au nord et Oman au sud. Avant la guerre, environ 20 à 25% de tout le commerce pétrolier maritime mondial y transitait chaque jour. Cela représente environ 20 millions de barils de pétrole par jour, principalement en provenance de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de l'Irak et du Qatar, avec 84% de ses exportations destinées aux marchés asiatiques. La Chine reçoit un tiers de tout son pétrole importé par ce passage. Le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, tous en dépendent de manière critique. Mais le pétrole n'est que le début. 20% du commerce mondial de gaz naturel liquéfié passe aussi par Ormuz, provenant presque entièrement de l'installation South Pars du Qatar, qui est la plus grande opération de gaz naturel liquéfié au monde. Environ 30% des engrais échangés à l'échelle internationale, y compris l'urée, l'ammoniac et les phosphates, transitent par le détroit. Un tiers du commerce maritime mondial de méthanol y passe. Près de la moitié des exportations mondiales de soufre proviennent de cette région. Le Golfe est aussi un grand producteur d'hélium, d'aluminium
et de coque de pétrole, qui sert de matière première principale au graphite synthétique utilisé dans les batteries de véhicules électriques. Quand on ferme Hormuz, on ne coupe pas seulement le pétrole. On coupe simultanément les chaînes d'approvisionnement de l'alimentation, de la fabrication, des technologies d'énergie propre et des produits chimiques industriels. C'est ce que l'économie mondiale a découvert à ses dépens à partir du 28 février 2026, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé leur campagne aérienne coordonnée contre l'Iran. Dans les premières heures de ces frappes, le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, a été assassiné. Et l'armée iranienne a immédiatement activé ce qu'elle préparait depuis des années. Elle a fermé le détroit d'Ormuz. Le CGRI a transmis des avertissements par radio VHF à tous les navires dans la zone. Aucun navire n'est autorisé à traverser le détroit d'Ormuz. La Royal Navy britannique a reconnu que cette fermeture n'était pas juridiquement contraignante en vertu du droit international, mais elle a aussi clairement indiqué que la sécurité ne pouvait pas être garantie pour tout navire qui tenterait le transit. Les unes après les autres, les compagnies maritimes ont suspendu toutes leurs opérations dans le détroit. Les compagnies d'assurance ont retiré la couverture des risques de guerre le 5 mars, rendant économiquement impossible pour la plupart des armateurs toute tentative de passage. En quelques jours, des pétroliers qui étaient déjà en route se sont tout simplement immobilisés en mer, ancrés au large d'Oman et des Émirats arabes unis, en attendant une situation qui ne montrait aucun signe de résolution. La réaction des marchés a été immédiate et brutale. Le Brent a bondi de plus de 60% par rapport à ses niveaux d'avant-guerre en quelques semaines. À la mi-mars, le pétrole se négociait au-dessus de $100 le baril. Les marchés à terme intégraient des scénarios dans lesquels le pétrole pouvait atteindre $116, $132, voire potentiellement $200 le baril si la fermeture se prolongeait sur plusieurs trimestres. La Banque fédérale de réserve de Dallas a fait les calculs et a publié les résultats. Un seul trimestre de fermeture d'Ormuz suffisait à faire monter le prix du WTI à environ $98 le baril et à réduire la croissance du PIB mondial de 9 points de pourcentage en rythme annualisé. Si la fermeture persistait pendant 3 trimestres, le modèle montrait le WTI atteignant $132 d'ici la fin de l'année et la croissance du PIB mondial reculant de 3 points de pourcentage sur l'ensemble de l'année. Ce ne sont pas de petites fluctuations économiques, ce sont des chocs de niveau récession. Mais la cascade économique est allée bien au-delà du prix du pétrole et c'est la partie que la plupart des médias ont gravement sous-estimée. Le Qatar, qui exploite l'installation South Pars de gaz naturel liquéfié, la plus grande au monde, a déclaré la force majeure sur tous ses contrats d'exportation dans les premières semaines de la fermeture. Il s'agit d'une déclaration juridique selon laquelle le Qatar ne pouvait pas honorer ses obligations contractuelles envers tous les acheteurs de gaz naturel liquéfié dans le monde, non pas par choix, mais parce que l'infrastructure physique permettant d'exporter le gaz était inaccessible. Certaines parties de l'installation South Pars avaient déjà été endommagées par des frappes de missiles et Qatar Energy a averti publiquement que les réparations pourraient prendre jusqu'à 5 ans. Des pays d'Asie et d'Europe qui avaient signé des contrats d'approvisionnement à long terme en gaz naturel liquéfié avec le Qatar se sont soudainement retrouvés sans approvisionnement. Le Japon a commencé à libérer 80 millions de barils de pétrole de ses réserves stratégiques, l'équivalent de 15 jours de consommation intérieure, simplement pour maintenir son économie en marche. Les prix du gaz naturel en Europe ont bondi de plus de 70% par rapport à leur niveau d'avant-guerre. Les prix des engrais ont grimpé de 50% dans les semaines suivant la fermeture. Ce n'est pas une statistique économique abstraite. Les engrais, c'est ce qui fait pousser la nourriture. Les prix de l'urée, du phosphate diamonique, de l'ammoniac, tous ont bondi simultanément pendant la saison des semis de printemps dans l'hémisphère nord, exactement au moment où les agriculteurs des États-Unis, d'Europe, d'Inde et d'Asie du Sud-Est devaient appliquer ces intrants dans leurs champs. Des économistes et des analystes de la sécurité alimentaire ont commencé à avertir qu'une réduction des semis et de plus faible rendement en 2026 pourrait pousser les prix alimentaires mondiaux encore plus haut, les NRC. Contrairement au pétrole, il n'existe pas de réserve stratégique d'engrais coordonnée à l'échelle internationale. Il n'existe aucun équivalent de l'Agence internationale de l'énergie pour les engrais. Quand cet approvisionnement est perturbé, il n'y a aucun mécanisme tampon. Apparemment, la domination énergétique sonne plus proprement derrière un lutrin que lorsqu'on voit des agriculteurs calculer combien de nourriture ils ne pourront pas produire. Les États du Golfe eux-mêmes faisaient face à une crise d'un tout autre ordre. Les pays du Conseil de coopération du Golfe, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, Bahreïn et Oman, importent plus de 70% de leurs calories alimentaires par le détroit d'Ormuz. À la mi-mars, les tablettes d'épicerie dans plusieurs villes du Golfe montraient des pénuries visibles. La production pétrolière du Koweït
et de l'Irak avait été réduite de 6-7 millions de barils par jour parce que les capacités de stockage régionales se remplissaient et qu'il n'y avait nulle part où envoyer le pétrole, puisque la route de sortie était bloquée. Le 12 mars, la réduction collective de la production pétrolière chez les 4 grands producteurs du Golfe avait atteint au moins 10 millions de barils par jour, dans ce que des analystes ont appelé une urgence d'approvisionnement alimentaire dans les États du Conseil de coopération du Golfe, avec la majorité de leur apport calorique exposé à un véritable risque de perturbation. Les compagnies aériennes détournaient leurs vols autour de toute la région du Moyen-Orient, ajoutant des heures au trajet, faisant grimper les coûts du carburant et comprimant des marges déjà minces dans l'industrie aérienne. Plusieurs grands aéroports régionaux, qui traitent collectivement environ 15% du trafic aérien mondial, avaient été effectivement fermés ou gravement perturbés. Plus de 220 000 ressortissants indiens ont dû être rapatriés de la seule région du Golfe. Des travailleurs étrangers de dizaines de pays étaient évacués. Dubaï, qui avait passé 2 décennies à bâtir son identité comme la ville la plus stable et la plus cosmopolite du monde, voyait des analystes conclure publiquement que la guerre avait fondamentalement remis en cause la perception des villes du Golfe comme destination sûre et durable pour les travailleurs migrants. Le chef de la direction de Vitol a déclaré en avril que 1 milliard de barils de production pétrolière totale seraient perdus à cause de la guerre, les pertes se situant déjà à ce moment-là entre 600 et 700 millions de barils. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie a décrit la situation comme le plus grand défi de sécurité énergétique mondiale de l'histoire. Pas le plus grand de l'histoire récente, mais de toute l'histoire connue. Voilà le monde qu'Alireza Tangziri gérait depuis sa base de Bandar Abbas. Il ne dirigeait pas seulement une opération militaire. Il était, en pratique, le contrôleur opérationnel d'une arme économique de destruction massive, et Israël l'a tué au milieu de la nuit alors qu'il était assis en réunion avec son état-major. La question que tous les analystes stratégiques se posaient dans les heures et les jours qui ont suivi la frappe était simple mais cruciale. Est-ce que tuer Tangziri change réellement quelque chose sur le terrain? La réponse était compliquée. Et cette complication dit tout. Dans l'immédiat, le blocus n'a pas cédé. L'Iran a confirmé la mort de Tangziri le 30 mars, 4 jours après la frappe, au moyen d'une reconnaissance officielle tardive. Et durant cette même période, les forces navales iraniennes restantes ont maintenu le blocus sans aucun signe visible d'hésitation ou de désorganisation. Le lendemain de sa mort, l'Iran a réussi à bloquer 2 navires chinois qui tentaient d'entrer dans le détroit. Le CGRI a publiquement réaffirmé son plein contrôle sur la voie maritime. La doctrine était déjà intégrée dans la force. Les mines étaient déjà dans l'eau. Les vedettes d'attaque rapide étaient déjà positionnées à leur poste. Les systèmes de drones étaient déjà opérationnels. Tangziri avait bâti quelque chose qui avait son propre élan institutionnel au-delà de toute personne seule. Mais c'est ici que l'analyse stratégique devient intéressante et que la réponse ne se limite pas à dire que la frappe a échoué. Tangziri dirigeait la marine du CGRI depuis 2018. Il avait passé 8 ans à construire un type de force très précis, bâti autour de tactiques asymétriques, de réseaux de commandement personnel et d'une flexibilité doctrinale qu'aucun manuel ne pouvait enseigner. Il a recruté le personnel qui savait comment faire opérer des SM de vedettes rapides contre de grands navires dans des voies navigables confinées. Il a formé les opérateurs de drones, il a développé les protocoles permettant de miner un détroit tout en maintenant simultanément un passage sélectif pour les navires approuvés. Il a bâti les réseaux de renseignement qui alimentaient les informations sur les navires jugés légitimes et ceux liés aux intérêts américains ou israéliens. Il a construit l'architecture de communication qui permettait à un blocus naval distribué de fonctionner sur une voie maritime de 34 km en temps réel, sous surveillance ennemie active. Ce type de savoir institutionnel ne se transfère pas à un remplaçant du jour au lendemain. Les systèmes et le matériel sont restés après sa mort. Mais la couche de coordination humaine expérimentée, les commandants qui avaient des années de pratique dans l'exécution de ce scénario précis en conditions de combat actif, a été éliminée dans une seule frappe à 3h du matin. Comme des analystes l'ont décrit clairement, le modèle de dissuasion iranien dépendait entièrement de la crédibilité de sa menace d'exécuter rapidement et efficacement la fermeture d'Ormuz. La crédibilité, ce n'est pas seulement du matériel. La crédibilité, c'est une compétence démontrée. Et une compétence démontrée exige un leadership expérimenté et aguerri au combat. La frappe n'a pas supprimé la capacité de l'Iran en une seule nuit. Elle a supprimé la certitude que cette capacité fonctionnerait avec la même précision et la même coordination que celle démontrée sous le commandement direct de Tangziri. Cette incertitude, cette introduction du doute dans le principal levier de pression de l'Iran est en soi une forme de dommage stratégique. C'est le problème quand on traite la stratégie comme un slogan de campagne. Le slogan se termine, mais le champ de mine reste. Pendant ce temps, l'escalade américaine et israélienne continuait sur une voie parallèle qui remodelait le paysage géopolitique en temps réel. Le 17 mars, le CENTCOM a annoncé avoir déployé des munitions pénétrantes GBU
72 de 5000 livres pour détruire des silos de missiles souterrains le long de la côte iranienne près du détroit. Les bunkers étaient l'endroit où les missiles de croisière et les missiles antinavires de l'Iran étaient stockés dans des installations souterraines renforcées. Le 19 mars, les États-Unis ont annoncé que des avions Addix Thunderbolt et des hélicoptères Apache étaient déployés spécifiquement pour frapper les vedettes d'attaque rapide iraniennes et intercepter les attaques de drones à sens unique. Le 13 avril, après l'effondrement des pourparlers de paix d'Islamabad, les États-Unis ont officiellement imposé un blocus naval à tous les ports iraniens, créant ce que des analystes ont immédiatement appelé un double blocus. L'Iran bloquant les navires qui traversent le détroit, les États-Unis bloquant les navires qui se rendent dans les ports iraniens ou en repartent. Le 23 avril, Trump a ordonné à la marine américaine de détruire tout navire iranien surpris en train de poser activement des mines dans le détroit d'Ormuz. Les conséquences géopolitiques ont rayonné simultanément dans toutes les directions. La plupart des alliés de l'OTAN ont refusé d'engager des forces militaires pour rouvrir le détroit. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Australie, la Corée du Sud et le Japon ont tous formellement refusé les demandes de soutien militaire de Trump. Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe s'est présenté à une conférence de presse à Riyad et a publiquement accusé l'Iran de faire payer de l'argent aux navires pour un passage sûr dans le détroit, exploitant essentiellement un racket de protection sur le corridor énergétique le plus critique du monde, et il a qualifié cela de violation directe du droit de la mer des Nations Unies. Le Pakistan, l'Égypte et la Turquie sont devenus les principaux intermédiaires diplomatiques entre Washington et Téhéran. L'ordre dur était facile à annoncer. Convaincre les alliés de payer la facture était, comme d'habitude, la partie oubliée de l'affiche. L'Inde a reçu du Trésor américain une dérogation d'urgence de 30 jours pour acheter des cargaisons de pétrole russe bloquées, simplement afin de stabiliser son marché intérieur du carburant. Le Myanmar a limité l'utilisation des véhicules privés à 1 jour sur 2. Le Népal a réduit de moitié les recharges de gaz de pétrole liquéfié pour les ménages afin d'étirer les réserves nationales. Les Philippines ont déclaré une urgence énergétique nationale. Le monde n'avait rien vu de tel depuis l'embargo pétrolier de 1973. La comparaison n'était pas rhétorique. Un stratège principal du Carlyle Group a déclaré publiquement que l'ampleur du choc d'approvisionnement en provenance du Golfe pourrait rivaliser avec l'embargo qui a remodelé tout l'ordre économique mondial il y a 5 décennies, et que le monde allait se faire imposer la transition énergétique d'une manière très douloureuse, très rapidement. Parce que la demande mondiale devait tout simplement baisser pour correspondre à une offre qui avait été physiquement retirée du marché. La directrice de l'Organisation mondiale du commerce a déclaré dans une allocution publique que l'ordre d'après-guerre avait changé de façon irrévocable. Cette expression « changer de façon irrévocable » est la chose la plus importante dite par un responsable durant toute cette crise. Et il faut la comprendre précisément. Parce que ce que la mort de Tang Ziri a fait, en combinaison avec tout ce qui l'a précédé et suivi, a été de forcer enfin le monde à affronter une question qu'il évitait depuis 50 ans. Que se passe-t-il si Hormuz ferme réellement ? Pas dans un document de groupe de réflexion, pas dans une simulation de jeu de guerre, mais dans le monde réel, pendant de vraies semaines et de vrais mois, avec de vrais navires ancrés au large, de vraies tablettes qui se vident et de vrais chiffres du PIB qui chutent en temps réel. Maintenant, ils le savent. Maintenant, tout le système mondial dispose de données empiriques sur la réponse. Et ce que ces données montrent est dévastateur. L'économie mondiale, telle qu'elle est structurée depuis les crises énergétiques des années 1970, reposait sur une hypothèse fondatrice. L'énergie du Golfe circulerait toujours librement par un passage de 20 et 1 000 dans le Golfe Persique. Cette hypothèse a maintenant été prouvée fausse, non pas théoriquement, non pas comme un risque à gérer dans une matrice de probabilité, mais comme une réalité géopolitique vécue qui a coûté au monde des centaines de millions de barils de pétrole, poussé les prix alimentaires vers un point de crise, déclenché des libérations de réserves stratégiques du Japon aux États-Unis, et forcer le chef de l'Agence internationale de l'énergie à employer un langage qu'aucun responsable de l'énergie n'avait jamais utilisé auparavant. Même après l'annonce d'un cessez-le-feu le 8 avril, le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz est resté bien inférieur au niveau d'avant-guerre. Les mines étaient encore en cours de déminage dans les voies de navigation. Les primes d'assurance contre les risques de guerre demeuraient élevées, rendant le passage économiquement pénible pour la plupart des compagnies maritimes commerciales. Les navires qui avaient passé des semaines ancrés au large devaient être physiquement inspectés et autorisés avant de reprendre leur route opérationnelle normale. L'installation de gaz naturel liquéfié du Qatar travaillait encore à des évaluations détaillées des dommages. La fermeture physique peut être entièrement levée, les dommages économiques finiront peu être par se résorber, mais la fermeture psychologique, ou l'hypothèse incontestée selon laquelle Hormuz est toujours ouvert, toujours fiable, toujours simplement disponible comme infrastructure, a pris fin le matin
du 26 mars 2026 dans une ville portuaire du sud de l'Iran, lorsqu'une seule frappe aérienne, à 3h du matin, a tué l'homme qui dirigeait le blocus le plus lourd de conséquences au monde. Et le blocus a continué sans lui, et le monde a continué d'en payer le prix. Voilà la réaction en chaîne que personne n'avait pleinement modélisée. Israël a tué le commandant, le système a survécu. L'ordre mondial a absorbé le choc et a découvert qu'il était beaucoup plus fragile que ce que quiconque en position de pouvoir voulait admettre publiquement. Aucun éclairage de podium ne peut cacher ce genre de fragilité, il ne fait que rendre le déni plus coûteux. Et les architectes des 50 prochaines années de politique énergétique, d'infrastructures commerciales et de stratégie géopolitique sont maintenant assis avec une information qu'ils ne peuvent plus ignorer. Le détroit peut être fermé. Il a été fermé. Et le monde a à peine tenu pendant qu'il l'était. La suite est réellement incertaine, d'une manière qui rend les prévisionnistes professionnels mal à l'aise. L'Iran contrôle encore le plus long littoral de tous les pays qui bordent le golfe Persique. Sa zone économique exclusive dans le golfe est près de 2 fois plus grande que celle des pays suivants. Même avec Tangziri disparu, même avec la haute direction navale éliminée, même avec le blocus naval américain maintenant en place sur les ports iraniens, la géographie physique n'a pas changé. L'Iran est toujours assis sur la rive nord du point d'étranglement énergétique le plus critique du monde. Il possède encore des vedettes d'attaque rapide. Il possède encore des drones. Il possède encore des missiles dans les silos qui n'ont pas déjà été détruits. Et il porte maintenant un griffe institutionnel profond, selon lequel l'assassinat de son commandant naval sera retenu et finira par recevoir une réponse. Le problème plus profond, celui qu'aucune frappe militaire ne peut résoudre, est structurel. Le détroit d'Ormuz est irremplaçable à court et moyen terme. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis disposent d'itinéraires de pipelines alternatifs qui peuvent contourner le détroit, mais ces routes ont une capacité limitée et ne peuvent pas absorber tout le volume qui transite normalement par Ormuz. Il n'existe pas d'itinéraire alternatif à grande échelle pour le gaz naturel liquéfié du Qatar. Il n'existe pas de corridor alternatif pour les engrais, le méthanol, le soufre et les produits chimiques industriels qui proviennent de cette région. Le monde a passé 5 décennies à construire une architecture énergétique et commerciale qui canalisait tout par un passage de vin et un mille situé à côté d'un pays qui a maintenant démontré de manière concluante qu'il utilisera cette géographie comme une arme lorsqu'il sera suffisamment provoqué. Les analystes en politique énergétique, les planificateurs portuaires, les dirigeants du transport maritime et les stratèges gouvernementaux travaillent maintenant à partir d'une nouvelle hypothèse de base. Ormuz n'est pas une infrastructure garantie, c'est un territoire contesté. Et les implications de cette reclassification façonneront les décisions d'investissement, les architectures de chaînes d'approvisionnement et les alignements géopolitiques pour la prochaine génération. Les pays qui avançaient déjà vers la diversification énergétique accélèrent maintenant. Les pays qui ralentissaient leur transition vers les énergies renouvelables le font maintenant face à une pression politique pour aller plus vite, parce que le coût de la dépendance à un seul point d'étranglement vulnérable est devenu visible d'une façon qu'aucun document de politique publique n'aurait jamais pu rendre aussi clair. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous au L'Actu en perspective et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage.